Je suis Joëlle Sonnard et l'émission qui suit est mon projet d'accès. Bon visionnement. Aujourd'hui, à Samarche-Doc, la pollution sonore et ses effets bien réels sur notre santé, nous mesurons l'impact du transport sur le niveau de bruit et un mur végétal pour améliorer la qualité de vie des citoyens qui habitent aux abords de l'autoroute Laurentienne. Bienvenue à Samarche-Doc. Cette semaine, à l'émission, il est question de pollution. Et si d'entrée de jeu, je vous dis que ce type de pollution peut augmenter votre risque de souffrir d'hypertension artérielle, mais aussi de faire un infarctus. Spontanément, vous pensez peut-être à la pollution de l'air. Eh bien non, cette semaine, à l'émission, il est question de pollution sonore. Une étude récente de l'Institut national de santé publique nous révélait qu'en 2014, 640 000 Québécois ont été exposés à des niveaux de bruit environnemental nuisibles. Est-ce que ces bruits ont un impact sur notre santé? J'ai posé la question au Dr Théet. Bonjour, Dr Théet. Bonjour. Expliquez-moi, à Samarche-Doc, on aime beaucoup parler de la pollution. On parle particulièrement de la pollution atmosphérique, mais il y a un type de pollution qui est beaucoup moins abordé, c'est la pollution sonore. Expliquez-moi. Je crois que la pollution sonore est peut-être le dernier né dans les pollutions. Ça a pris quand même pas mal d'années avant qu'on reconnaisse que la pollution atmosphérique est importante pour la santé. Alors, la pollution sonore, c'est l'ensemble des bruits qui sont indésirables, qui sont inutiles, qui nous dérangent et qui polluent l'atmosphère au même titre que la qualité de l'air ou les gaz et qui est de plus en plus reconnu comme étant un problème de santé publique. Je pense qu'il est important de dire que la lutte à la pollution sonore, c'est pas la lutte au son à tout prix. Le son est important. D'ailleurs, on communique actuellement par le son, la parole. Le son, ça peut être agréable. C'est la musique, c'est d'entendre nos enfants jouer. Le son aussi est important pour notre sécurité. Hein? Et il faut comprendre que nos oreilles fonctionnent 24 heures sur 24. Il n'y a pas de paupières à oreille, comme disent certains auteurs. Alors, qu'est-ce qui pollue? C'est un son qui est indésirable. Il est indésirable parce qu'il nous dérange ou parce qu'il est dangereux pour la santé. Il peut être dommageable. Alors, c'est ce qu'on appelle le bruit. Et le bruit environnemental est un élément important maintenant qu'on doit considérer de plus en plus dans nos environnements urbains, au même titre que la pollution de l'air. C'est quoi les effets, par exemple, sur l'être humain? J'imagine qu'il y a des degrés, il y a des seuils de tolérance. C'est quoi l'impact chez l'être humain? Alors, on a étudié dans les dernières décennies plusieurs effets à la santé. Ceux qui sont les plus connus, qu'on connaît spontanément, c'est ce qu'on appelle la nuisance ou la gêne. Donc, le dérangement que produit le bruit, soit parce qu'il y a du bruit des transports, on est près d'une autoroute, on est près d'une gare de triage, et parfois un événement, les voisins qui viennent déranger notre quiétude. L'être humain a besoin d'endroits de repos pour restaurer sa santé. Alors, on est très sollicité dans notre vie moderne et le repos est important. Donc, le bruit peut causer une nuisance importante à beaucoup de gens. Et d'ailleurs, c'est un des paramètres qui est utilisé en Europe pour des niveaux de bruit maximaux à ne pas dépasser là, quand on veut gérer la pollution sonore. Alors ça, c'est un des principaux effets qu'on reconnaît facilement, que tout le monde a vécu un jour ou l'autre. L'autre effet à la santé important, c'est les troubles du sommeil. Alors tout le monde sait intuitivement qu'on est parfois réveillé en sursaut, un bruit d'avion qui atterrit, des voisins un peu bruyants, un événement culturel ou quoi que ce soit qui vient perturber notre sommeil. Et les effets de la perturbation du sommeil à la longue peuvent vraiment affecter la santé. Les autres effets moins connus, peut-être, c'est des effets sur les maladies du cœur. Alors ça peut sembler surprenant à première vue, mais comme on le mentionnait tantôt, nos oreilles sont constamment à l'affût. Ils entendent tous les sons, ils doivent décoder s'il s'agit d'un danger, si c'est significatif. Donc, à chaque bruit, il y a une petite réaction physiologique, il y a un déclenchement de sécrétion d'hormones de stress qui fait que notre corps est stressé et à la longue, ça peut affecter notre système cardiovasculaire.
Et il y a des liens bien établis maintenant entre l'exposition chronique au bruit des autoroutes, au bruit aérien, les gens qui vivent près de ces infrastructures-là, et plus de risques d'hypertension artérielle, même plus de risques d'infarctus du myocarde, donc des crises cardiaques. En particulier, les liens sont bien établis avec le bruit routier. Alors, c'est quand même des effets très importants et significatifs qui nous font dire que la pollution sonore est un phénomène très important. D'autres effets qu'il faut mentionner, qui sont moins connus aussi, les enfants qui sont dans des écoles près des infrastructures routières ou aéroports ont plus de problèmes d'apprentissage. Donc, il y a des liens bien établis entre des difficultés d'apprentissage, entre des retards de lecture, des phénomènes comme ça, et le fait d'être exposé de façon chronique au bruit. Là, vous mentionnez plein d'effets. C'est pas sous-estimer la pollution sonore? Parce qu'on parle d'impact. J'imagine que ça doit avoir des coûts aussi au niveau sociétal. Absolument. Je pense qu'historiquement, on a vu les gens qui se plaignaient du bruit, parce que souvent, ça peut se traduire par des plaintes, voire même des recours collectifs, des recours judiciaires. On a peut-être perçu ça comme étant de l'intolérance, des gens qui se plaignaient ou quoi que ce soit. Maintenant, c'est bien reconnu comme étant un problème de santé publique, en bonne et due forme. Et selon nos recherches récentes et les connaissances actuelles, il est clair qu'on doit intégrer les paramètres de bruit quand on fait de la planification, quand on veut faire des aménagements. Non seulement l'accès, la sécurité et les éléments de pollution atmosphérique, mais on devrait dorénavant se préoccuper du bruit qui va être émis et de sa gestion, parce que c'est vraiment un problème qui peut causer beaucoup de coûts humains, je dirais, au niveau de la santé et au niveau économique aussi. Être exposé à du bruit dont le niveau sonore est au-dessus du seuil acceptable, ça a des impacts sur notre santé. Maintenant, comment on peut diminuer le bruit dans nos villes? Si on regarde, par exemple, l'environnement autour, est-ce que l'aménagement des villes, est-ce qu'il y a moyen d'entrée de jeu de construire des villes qui sont peut-être moins, qui ont moins de pollution sonore? Est-ce qu'on a un impact, l'environnement a un impact sur ça? Bien, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, l'aménagement du territoire et la planification urbaine sont certainement des clés à la lutte à la pollution sonore. Il y a beaucoup de potentiel de réduire les effets du bruit sur la santé, voire même de créer des environnements qu'on dit favorables à la santé. Parce qu'un environnement sonore agréable, qu'on combine à des effets visuels, à un environnement visuel agréable, c'est des endroits paisibles, c'est des endroits de restauration, c'est des endroits où les gens peuvent socialiser puis passer des moments agréables. Alors ça contribue à une meilleure qualité de vie au niveau urbain. Donc, il y a énormément de potentiel au niveau de la planification, que ce soit au niveau des voies de circulation, des types de véhicules qui peuvent circuler, des vitesses, la façon de contrôler la vitesse, les arrêts, carrefours giratoires. Il y a toute une série de mesures qu'on peut mettre en branle et qu'on peut vraiment utiliser pour diminuer la pollution sonore et même créer des environnements sonores qui sont vraiment favorables à la santé. Du côté des édifices même, la construction des édifices, leur orientation. Si on parle, exemple, dans des logements, alors l'endroit où on va mettre les chambres à coucher, l'orientation près des voies de circulation ou non. Alors, il y a beaucoup de connaissances là-dedans. Et de plus en plus, ce qu'on vise, c'est que les planificateurs, les urbanistes, ceux qui s'occupent d'aménagement du territoire, tiennent en compte, intègrent ces paramètres-là au moment de la planification. Cependant, je crois qu'il y a encore une méconnaissance de l'effet du bruit sur la santé, puis des effets, dans le fond, sur la qualité de vie des gens. Et peut-être que ce n'est pas encore suffisamment intégré au niveau de la planification. En fait, c'est plus de sensibilisation aussi, j'imagine, pour intégrer dès maintenant, de ne pas attendre nécessairement d'avoir plus d'études. Non, absolument. Je pense qu'actuellement, on a suffisamment d'études sur les effets à la santé. On sait que ça peut causer plusieurs problèmes de santé. Donc, je pense qu'on est rendu à agir et vraiment considérer la pollution sonore au même titre que les autres formes de nuisances dans la population. D'ailleurs, quand on regarde, lorsqu'il y a des situations qui deviennent difficiles à supporter par des personnes et qu'il n'y a pas d'écoute, ça se traduit par des plaintes, voire des recours collectifs. Alors,
il y a un gros coût humain et sociétal à ça. Alors définitivement, je pense qu'on est à l'heure d'intégrer la dimension du bruit dans la planification et de prévoir justement pour éviter au maximum une surexposition des niveaux de bruit qui sont dommageables pour la santé. Être en meilleure santé tout le monde. Voilà. Merci, Dr. Deshaies. Merci beaucoup. Ma question concerne, je connais des gens qui habitent près d'une autoroute et la dame souffre d'acouphènes. Alors je me demandais s'il y avait un lien entre le bruit de l'autoroute et puis les bruits qu'elle entend, s'il vous plaît. Écoutez, des acouphènes peuvent être causés par toutes sortes de problèmes. Donc, première chose, il faut aller consulter son médecin. Mais le bruit des autoroutes, normalement, n'est pas une cause d'acouphènes. Ça prend des bruits beaucoup plus forts, comme dans des concerts, des discos, des gens qui ont des loisirs bruyants comme le tir à la carabine, des choses comme ça. Alors, c'est des bruits un peu comme on voit dans le milieu de travail qui peuvent être une des causes d'acouphènes. Le transport et les infrastructures routières sont d'importants générateurs de bruit. Mais quels sont les seuils acceptables? À partir de combien de décibels parle-t-on de nuisance? J'ai rencontré le conseiller scientifique Richard Martin. Bonjour, M. Martin. Bonjour, Mme Vaillancourt. On est aux abords de l'autoroute Henri IV. On voit ici qu'il y a des logements quand même autour. Pourquoi vous nous avez donné rendez-vous ici? C'est pour montrer un peu le phénomène de la densification qu'on retrouve dans les milieux urbains un peu partout en Amérique du Nord, mais aussi au Québec, où les municipalités cherchent à occuper davantage le territoire, puis de rendre aussi accessible le logement dans les à proximité là, puis des centres-villes. Ça fait qu'il y a une plus grande utilisation là, du territoire et donc il y a des constructions qui se font maintenant de plus en plus dans le bord des autoroutes là, à proximité. On entend bien le bruit. Est-ce qu'il y a moyen de le mesurer? Est-ce qu'on sait que si c'est fort ou pas? Comment on peut savoir? Oui, il y a un moyen de le mesurer. Ça se fait à l'aide d'un sonomètre, un appareil de mesure des niveaux sonores. Le niveau se fait en décibels, c'est une échelle plus logarithmique. Et dans le cas présent, la mesure qu'on effectue à proximité de l'autoroute nous donne 68 décibels. C'est un niveau relativement élevé. Normalement, il y a des préoccupations plus majeures là, à ces niveaux-là pour la santé des citoyens. Henri IV. Déjà là, la conversation, c'est plus difficile. Résumez-nous les mesures qu'on a prises aujourd'hui. Oui, bien, on va commencer. On vient d'en faire une au-dessus de l'autoroute. On est à des niveaux autour de 80 décibels. C'est quand même un niveau très important qui présente un écart avec la rue où est-ce qu'on se situait tantôt d'environ 10 à 12 décibels. On était autour de 68. Et quant à la proximité de l'édifice, autour de 62 à 63 décibels. Donc, il y a des écarts qui sont importants. Ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'à chaque fois que le bruit baisse de 3 décibels, l'énergie sonore diminue de moitié. Et quand le bruit baisse de 10 décibels, ce qui est un peu l'écart que l'on constate ici, c'est que l'énergie sonore est 10 fois moins. C'est quoi les niveaux, les seuils d'acceptabilité, les niveaux de bruit nuisible? À partir de quel moment on dit qu'un bruit est nuisible et il n'est pas? Bien, on devrait éviter d'avoir des expositions qui dépassent idéalement 55 dBA sur 24 heures. C'est un niveau à partir duquel la proportion de personnes qui vont s'estimer fortement dérangées par le bruit va beaucoup augmenter. Donc, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, recommande des niveaux sonores habituels pour nuisance modérée de 50 décibels en journée et de 40 pendant la nuit, de manière à assurer le sommeil. Le 40, c'est à l'extérieur pour avoir un niveau intérieur de 30. Donc là, ici, on voit qu'on est vraiment au-dessus, là. Oui, on est vraiment à des niveaux ici. Écoutez, au-dessus de l'autoroute, là, c'est des niveaux très importants. Mais même pour le secteur qu'on a regardé tantôt, c'est pas les niveaux idéaux. C'est pourquoi que l'OMS recommande un niveau de 55-24 heures pour les milieux qui sont déjà pollués ou affectés par le bruit.
en espérant, en disant, puis dans le fond, il devrait y avoir des politiques publiques pour essayer d'intervenir et de ramener ces niveaux-là à des niveaux moindres, mais dans des secteurs qui sont fortement pollués par le bruit, il faut comprendre que de ramener ça à 50, là, ça pose je dirais, de grands défis aussi. Là, on le voit ici, le transport, les infrastructures routières, c'est des générateurs importants de bruit. Mais c'est quoi les autres sources de bruit dans les villes? Bon, ce qu'on va retrouver, c'est les bruits de voisinage, les bruits de chantier et de construction. Il va y avoir évidemment les autres transports, comme le transport ferroviaire ou aérien. Et il y a également aussi le bruit de commerce ou d'activités de musique amplifiée qui sont des sources qui peuvent être importantes à certaines périodes de l'année. Et là, il y a un nouveau type de bruit qui est apparu dans les dernières années, hein? Oui, bien, le bruit des chantiers et de construction, c'est rendu, si on regarde en ordre d'importance qu'on a observé au Québec, que le bruit de voisinage est celui-là qui est le plus fréquemment rapporté comme étant le dérangeant, suivi du bruit routier. Et le bruit des chantiers et de construction occupe la 3e place. C'est un peu récent, mais je pense que le développement ou la construction puis la rénovation puis des milieux, on est en milieu puis déjà bâti, ça apporte du dérangement puis dans le voisinage. Là, il y a peut-être des pratiques qui sont à revoir puis de ce côté-là, dans la façon puis de construire avec des équipements qui sont moins bruyants, des horaires peut-être différents ou qui sont mieux respectés. En parlant-en des solutions, ça a été longtemps négligé, la pollution par le bruit. Il y a différentes solutions qui existent dans les villes. Oui, disons que chaque type de source de bruit va retrouver des solutions qui lui sont propres. Pour le bruit routier, on abaisserait déjà la vitesse, qu'on diminuerait le bruit dans certains secteurs. La qualité du revêtement, il y a des revêtements qui sont moins bruyants lorsque le revêtement est moins brisé pour les pneus aussi. Oui, ça va déjà influencer. Le transport actif, le transport collectif va faire en sorte qu'on va enlever des véhicules sur les routes. Donc, on diminue à la fois la pollution sonore, mais aussi la pollution atmosphérique. La qualité des pneus, il y a des pneus qui sont moins bruyants. Donc, déjà, pour le bruit routier, il y a plusieurs solutions avant d'en arriver, par exemple, à des écrans. Mais je dirais que la dimension majeure pour à peu près tous les problèmes, c'est un meilleur aménagement du territoire. C'est-à-dire que quand on a des sources de bruit, il faut éviter de s'en approcher ou encore de construire différemment avec une conception d'édifice qui va tenir en compte qu'on a une source de pollution. Il y a des techniques pour permettre, je dirais, de mieux protéger les gens qui vont se retrouver dans des secteurs pollués. Mais évidemment, on pourrait aussi occuper l'espace par d'autres types d'édifices que du résidentiel aussi. Donc, ultimement, pas rester près des autoroutes, puis une meilleure planification d'aménagement du territoire, c'est déjà des solutions qui sont intéressantes. Oui. Puis en même temps, augmenter l'offre de transport en commun, disons, c'est souvent sur toutes les lèvres par les temps qui courent. Mais je pense que plus on a une densification du territoire, plus on doit se préoccuper du problème de la mobilité et de ses impacts aussi sur la population en tant que telle. Et le bruit en fait partie. Merci beaucoup, M. Martin. Ça m'a fait plaisir. Merci. Bonjour, moi, ma question est comment pourrait-on contrôler les bruits en ville? Est-ce qu'un règlement ou une politique pourrait nous aider? Bon, pour répondre à la question qui est posée, est-ce qu'on a besoin d'une réglementation ou d'une politique à l'égard du bruit? Bien, la réponse, on a besoin des deux. La réglementation, on a besoin pour contrôler le bruit qui est émis par certains équipements. Par exemple, ça, c'est le lot du gouvernement fédéral. Tandis qu'on a besoin d'une réglementation pour le bruit reçu. Autant le gouvernement provincial ou les municipalités, principalement, vont avoir à mieux gérer les niveaux d'exposition dans les milieux de vie puis des citoyens. Quant à la politique, elle est nécessaire pour créer des liens entre toutes les organisations pour mieux lutter contre le bruit. C'est une mesure qui devient comme essentielle parce que le problème, dans le fond, appelle à de multiples acteurs. Ce n'est pas une seule organisation, ce n'est pas une seule ville qui peut régler le problème. On a besoin de créer des liens et la politique vient passer un message et donner des orientations qui vont permettre de réduire le bruit. Les oreilles des citoyens qui habitent aux abords de l'autoroute Laurentienne vont finalement profiter d'un répit.
La Ville de Québec et le ministère des Transports vont entreprendre la construction d'un mur anti-bruit de 2 km entre le boulevard Latrium et le boulevard Jean-Talon-Ouest. Après 20 ans d'attente, les travaux devraient débuter cette année. Pour discuter de ce type d'installation, j'ai rencontré l'arboriculteur Jean Lamontagne. Monsieur Lamontagne, on est ici sur l'avenue Trudel à Charlesbourg. C'est un quartier sensiblement assez cossu. Mais ce qu'on sait moins, c'est qu'en fait, ces gens-là habitent derrière l'autoroute Laurentienne et ils sont incommodés depuis plusieurs années par le bruit. Effectivement, le bruit d'autoroute fait un grand nombre de décibels qui sont assez nuisibles là, pour la tranquillité. D'ailleurs, on arrive, là, on peut le voir, le mur. Là, on arrive, on le voit ici. Ça c'est le fameux mur qui a été construit. Ça, c'est le projet pilote qui a été construit par le MTQ. C'est exactement ça. On voit les bruns, là, puis il est assez haut. Ça prend une hauteur assez grande parce que le son passe par le haut. Okay. Donc, à ce moment-là, c'est pour ça qu'on se demande pourquoi souvent qu'ils le font très, très haut. Plus il est haut, moins le bruit va traverser l'espace du mur. Donc, c'est un mur qui n'est pas tellement épais, mais qui a des matériaux isolants à l'intérieur, ce qui permet de baisser d'environ une dizaine de décibels le bruit des véhicules. Puis quand on parle de baisser d'environ 10 décibels, ça baisse de 50 environ le bruit, la force du bruit. C'est pas négligeable, là? Non, c'est pas négligeable. 50 c'est quand même bien. D'ailleurs, pour ça que les citoyens étaient satisfaits du petit bout qu'ils ont fait et qu'ils vont continuer l'autre bout par la suite. On va le prolonger là, de 2 km environ dans les prochaines années. Dans les prochaines années, effectivement. Alors là, on le voit bien, M. Lamontagne, aussi les gens qui étaient un peu démunis, qui ne savaient pas quoi faire, qui ont posé leur propre mur. Oui, effectivement, mais ça fait très longtemps qu'ils demandent le mur. Ça fait des années. On voit qu'il a mis un espèce de mur vert. Au moins, il l'a mis d'une couleur verte. Ça ne jure pas trop dans l'environnement. Ça fait un peu verdure. Mais quand même, c'est pas le mur, l'efficacité du mur à l'arrière. Maintenant, ils ont des produits, là, ils ont des matériaux là, qui augmentent la diminution du bruit. Là. De plus en plus, ils mettent de la mousse de tourbe, ils mettent de la sphaigne. Il y a beaucoup de produits naturels en plus. Puis quand on met de la sphaigne, on pourrait même planter des plantes à travers le mur pour faire pousser différents types de plantes. Donc, il y a plein de techniques, là. Mais là, finalement, ils ont eu leur mur. On voit qu'il y a le mur en bois. Moi, si ça serait personnellement mon terrain, je demanderais si je peux planter des plantes, mais on ne le sait pas. Il faudrait savoir. J'aimerais parler avec vous aujourd'hui particulièrement des arbres, parce que c'est un des éléments qui est important quand on fait un mur anti-bruit, de mettre aussi des arbres. Expliquez-moi. C'est vrai, c'est vraiment beau. On regarde le mur en tant que tel, c'est pas tellement joli comme on peut voir. C'est pour ça qu'on parle de plus en plus de mur végétal. Mais le mur végétal en lui-même, serait trop large pour en faire un vraiment efficace. Si on va avoir l'équivalent d'un mur comme ça en végétal, c'est 30 mètres. Donc, il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut mettre 30 mètres d'une haie de cèdre ou une forêt. Surtout près des autoroutes, là, Surtout près des autoroutes, c'est pratiquement impossible. Donc, on fait le mur avec les matériaux requis, les isolants requis, et par-dessus ces murs-là, lorsqu'on a le droit, il faut faire attention, lorsque c'est la MTQ, ils ne sont pas nécessairement d'accord à mettre des végétaux. Mais sur terrain privé, quand on parle d'un brise-vue, là, c'est important. À ce moment-là, l'avantage des arbres et des plantes, si on parle de haies de tuya, les jaseurs des cèdres, les oiseaux vont venir nicher dans la haie, vont chanter, il va y avoir le mouvement des oiseaux, ce qui est extrêmement intéressant. Et depuis, l'épuration de l'air fait que le feuillage va améliorer les conditions humaines, va absorber les poussières et tout. Donc, c'est pour ça que de plus en plus, les murs végétales sont beaucoup plus utilisés en milieu urbain, là où il y a beaucoup de densité de personnes. Mais ultimement, je veux dire, on peut continuer à planter des arbres, des plantes aussi, mais la solution d'un mur anti-bruit, idéalement, c'est de ne pas se construire près d'une autoroute. Bien, c'est exactement ça. Le mur anti-bruit, le problème, c'est l'autoroute, là. Parce que on n'a pas de... Comme je disais tantôt, mettre une haie de 30 mètres de large, ça ne tient pas debout avec le prix des terrains aujourd'hui. Donc, le long des autoroutes, on met des murs anti-bruit. Quand on dépasse 75, 78, comme je disais, décibels, mais c'est trop fort. Donc, c'est d'ailleurs pour ça que le MTQ a accepté de mettre un mur là, ici.
Puis même pour les gens qui ne restent pas près d'une autoroute, continuons quand même de planter des arbres chez nous. Bien, absolument. Dans les petits développements, là, où il n'y a pas d'autoroute, là, c'est magnifique. L'intimité que ça nous donne, là, comment on appelle ça, les brises-vues, là, ça augmente ton intimité. Et ça a tous les autres avantages, comme je le disais également. On peut faire un petit muret, on peut faire une pergola. Même, je vois du monde qui ont des pergolas horizontales au-dessus de leur tête. Donc, ça fait également une diminution du bruit. Ça se fait également, une pergola avec de la vigne vierge, de la vigne grimpante. Là. Puis là, les plantes à fleurs là, vont se développer. Ça va être extrêmement joli. Là. Il y a Ça plein nous de rafraîchit possibilités. un peu l'été. Oui, ça nous rafraîchit, puis ça diminue le stress. C'est un jardin bien intime. On peut sauter dans la piscine ou dans le spa sans voir la vue des voisins et tout. Là, c'est magnifique. Puis la plante, en plus, va te faire de l'oxygène, va absorber des poussières et va te donner un regain d'énergie grâce à la verdure là, qu'elle nous amène. Merci beaucoup, M. Lamontagne. Ça fait plaisir. La pollution sonore a un impact sur notre santé, mais aussi un coût pour la société. Et si ces effets ont longtemps été négligés, ça risque de changer, puisque comme on vient de le voir aujourd'hui, il existe des solutions pour diminuer le bruit au cœur de nos villes. En terminant, Dr. Deshaies, est-ce qu'un jour on pourrait voir une politique qui encadrerait le niveau de bruit dans les villes? Il y a un avis qui a été déposé au ministre de la Santé à cet effet-là par l'Institut national de santé publique et la recommandation était d'avoir une politique publique de lutte contre le bruit. C'est important de noter que dans la politique gouvernementale de prévention en santé qui a été adoptée, le bruit environnemental est nommé et un des enjeux. Alors, je crois qu'il y a de plus en plus de demandes pour gérer le bruit, de plus en plus de gens qui sont préoccupés par la pollution sonore. Et je pense qu'il y a beaucoup d'espoir pour qu'on aborde ce problème-là au même titre que d'autres enjeux d'urbanisme et d'aménagement et qu'on finisse par avoir des environnements sonores plus favorables à la santé avec des lieux paisibles où il fera bon de vivre. Merci, Dr. Deshaies. Merci à vous. Alors voilà, c'est ce qui complète l'émission pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous la semaine prochaine.